Hello hello, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on fait le bilan de mes lectures du mois d'avril. Il me semble que j'en ai lu 9 et j'ai pas mal de petites choses à vous dire, donc je vais commencer sans perdre trop de temps. Aujourd'hui il fait archi chaud alors que les derniers jours il a fait que de pleuvoir et il faisait froid. Mais du coup là je vais essayer aujourd'hui de filmer la fenêtre ouverte parce que vraiment il fait beaucoup trop chaud. Donc j'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit. On va commencer par le premier livre que j'ai lu sur ce mois d'avril. Et comme il s'agit d'un SP que j'ai lu en numérique, je vais me décaler pour pouvoir vous mettre l'image juste ici. Il s'agit de l'Odyssée des ombres de Brice Milan qui a été auto-édité. Et celui-ci, sans vous mentir, je lui ai mis 3 étoiles, mais j'en ai presque pas de souvenir. Du coup, je vais me munir de mon téléphone pour vous lire le résumé parce que là, même si ça fait même pas un mois que je l'ai fini, je vous avoue que je pourrais même pas vous en refaire un résumé. Donc bref. La mer des Sarcasses n'est pas assez vaste pour le tyran Yalstar qui s'apprête à envahir l'archipel de Belisar. Face au danger imminent, le grand maître de l'ordre de Cham prophétise à la chef de la garde Zadia de se mettre en quête de Tian, un voleur boiteux doté d'un étrange pouvoir. Leurs différences ne seront qu'apparence. Serait-il possible que les ombres soient au rendez-vous? Alors, avec le résumé, ça me permet de me rappeler un petit peu ce que j'ai lu, mais c'est vrai que le résumé en lui-même, il en dit pas énormément sur l'histoire. Enfin, moi je sais que ce SP-là, quand on me l'a proposé, ce qui m'a fait dire oui, c'est pas spécialement le résumé, c'est plus la couverture et le fait que c'était du fantasy. Mais en gros, si vous avez pu le comprendre un petit peu grâce au résumé, on va suivre du coup le tyran Yalstar, qui est un personnage horrible qui veut absolument acquérir toutes les terres qui puissent exister autour de chez lui. Sauf qu'il y en a une qui résiste et du coup il va y avoir une petite guerre entre ceux-là, dont la chef de garde du coup... je me rappelle déjà même plus de son prénom, c'est une dinguerie, Zadia, qui va du coup partir à la recherche de Tian pour essayer de déjouer les plans de Yalstar. Et comme ça, en vrai, le résumé et l'histoire en elle-même peuvent être très intéressantes, mais je trouve que le livre en lui-même, là, comme ça, comme je l'ai lu, manquait de pas mal de choses. Je me suis ni accrochée à l'histoire, ni au personnage. Enfin, pour vous dire, vous l'avez très bien compris, j'en avais même aucun souvenir. Après, là du coup, grâce au résumé de ce que j'en ai en souvenir qui me reviennent, je trouve que la romance est beaucoup trop rapide. Les événements s'enchaînent avec un peu trop de facilité et j'ai été un peu déçue par la fin parce que la fin est en soi comme ça super. C'est un bon plot twist, mais ça mériterait d'être mieux écrit parce que malgré ça, vous voyez, j'avais pas de souvenir même de la fin, alors que quand il y a des plot twists comme ça, généralement on s'en souvient. J'ai enchaîné avec une lecture à l'aveugle que j'ai fait en vidéo YouTube, du coup, que vous pouvez voir sur ma chaîne. Je sais plus quand est-ce que je l'ai posté. Le mois dernier sûr, mais quand je sais plus. C'était donc un livre mystère, vous savez les livres emballés qu'on trouve à la Fnac ou à Cultura. Et il s'agissait donc de Witch and God, les dieux du temps, et c'est le tome 1 du 2e cycle, Le chant de Pasiphae, de Leaf Stone, publié aux éditions, bonne question, Hachette, dans la collection Ito. Et pour le coup, celui-ci, il y a quelques petits post-it, comme vous pouvez le voir, et pour moi qui n'en mets quasiment jamais, ça vous en dit déjà assez long sur si je l'ai apprécié ou pas. En gros, dans celui-ci, on va suivre Pasiphae. Alors, dans les premiers tomes, elle a vécu beaucoup de bouleversements, dont une guerre sur l'Olympe. Avec ses sœurs sorcières, elles ont dû lancer un sortilège qui est interdit et qui déjoue le temps, donc les dieux du temps sont pas très contents. Mais Pasiphae, en ce moment, elle s'ennuie un peu dans sa vie et ses sœurs sorcières du coup lui disent fais quelque chose, adopte un chat, trouve-toi un mec, fais un truc. Et une de ses amies lui parle d'une boussole d'amour qui la mettrait sur le chemin de celui qui est fait pour elle. Sauf que la boussole l'envoie des milliers d'années en arrière lors de la guerre de Troie. Et elle va croiser le chemin de Phobos, le dieu de la peur, qui du coup, elle en a extrêmement peur. Elle l'apprécie pas beaucoup et lui, il en a un peu rien à foutre d'elle. Mais pas le temps de se laisser distraire, elle doit mettre la main sur le Palladion si elle veut pouvoir retourner dans son présent. Sauf que tout va se corser lorsqu'elle va se rendre compte qu'elle est pas indifférente à Phobos. Et j'ai franchement
beaucoup aimé ce livre. De toute façon, vous vous en étiez douté à partir du moment où je vous ai dit et montré les post-it. Celui-ci, je lui ai mis 4 étoiles sur 5. Parce qu'on n'est pas sur un coup de cœur non plus, mais il m'a vraiment beaucoup donné envie de lire du coup les 3 premiers tomes du premier cycle, et je crois qu'il y a un second tome qui est déjà sorti sur le second cycle, et il doit y avoir un 3e tome qui doit sortir sur le second cycle du coup. Alors il faut savoir que on peut très bien lire le second cycle sans avoir lu le premier, mais pour le coup, pour avoir lu celui-ci d'abord, alors oui effectivement on peut le lire sans avoir lu les 3 premiers tomes, mais j'aurais quand même, moi personnellement, préféré lire le premier cycle avant. Donc je vous conseille quand même de, si jamais vous voulez commencer cette saga, de commencer du coup par le premier cycle, qui moi perso me donne très envie, mais je le trouve nulle part en poche. Enfin, je le trouve un peu sur Vinted et tout, mais c'est quand même un peu compliqué de le trouver. En librairie, alors là, n'en parlons pas, je le trouve pas du tout, il faudrait que je le fasse commander, donc là pour l'instant j'ai un peu la flemme, et de toute façon ce mois-ci je suis en no-buy. Vous devez vous en douter au vu du book haul que je vous ai fait la semaine dernière. J'ai acheté tellement de livres le mois dernier que... Bref, j'ai déjà en plus, sans ces livres-là, j'avais déjà une palle monstrueuse. Donc là, ce mois-ci, c'est no buy, donc ça attendra pour Witch and God. Mais du coup, ouais, celui-là, je l'ai beaucoup aimé. Je me suis pas mal attachée au personnage. J'ai adoré Phobos, qui est pour moi un personnage hilarant. J'ai bien aimé ce côté un peu enemies to lover au début, ça dure pas très longtemps parce qu'après ils restent quand même pas mal de temps ensemble, donc ils finissent par s'habituer à la présence de l'un et l'autre. Et puis en ce moment, je sais pas trop pourquoi, mais après avoir lu Atalante, j'adore découvrir des livres sur la mythologie grecque avec les dieux, etc. J'aime beaucoup trop ces thématiques, donc forcément ça ne pouvait que me plaire avec les enjeux et tout qu'il y a dans le livre. Par contre, je suis extrêmement, alors je sais pas si je peux dire bouleversée, déçue, je sais même pas quel mot utiliser pour ça, mais la fin, genre la fin de ce livre, vous pouvez pas nous laisser là-dessus, c'est pas possible en fait. De toute façon, si vous avez vu le vlog, vous savez très bien comment j'ai réagi sur la fin, mais ouais, j'étais choquée, déçue, mais en même temps, je sais pas, c'est une fin où voilà, on a vraiment envie de lire la suite. Et j'espère que dans la suite on en sait un peu plus sur cette fin, parce que chaque tome est sur des personnages différents. Donc si à tout moment dans le prochain tome on suit un autre personnage et qu'on skip complet ces 2 personnages là, moi ça va pas le faire du tout. Je peux pas rester sur cette fin, c'est pas possible. Je me redécale parce que le prochain livre est encore un SP que j'ai lu en numérique, donc je vous remets la photo ici. Il s'agit de Au nom des dieux, de l'eau et du sang, acte 1 de Gauthier Durieux de Madron. C'est donc le premier tome d'une saga. Et alors pour les éditions, celui-ci c'est un peu compliqué parce que Gauthier Durieux de Madron, donc celui qui a écrit ce livre, a créé aussi sa propre maison d'édition et elle s'appelle Bilskirnir. Je vous le mets quelque part par là. Essayez de le lire. Alors c'est pareil, celui-ci il est un tout petit peu compliqué. J'ai eu beaucoup de mal, donc je vais vous lire le résumé, ce sera plus simple. Une révolution éclate au Brésil pour renverser un gouvernement corrompu depuis des années. Un nouveau consul arrive à sa tête et se lance dans une croisade pour éradiquer la corruption des politiciens et envahit petit à petit les pays voisins. Pendant 5 ans, personne ne saura ni ne pourra empêcher cette invasion. Tout autour du globe, différentes personnes sans aucun lien entre elles se mettent à vivre des événements étranges, voire surnaturels. Décidant de se réunir pour mettre en commun leurs connaissances et les fruits de leurs recherches, ils se réunissent à Houston. Encore une fois, j'ai un accent et une prononciation à chier. Bref, aux États-Unis. Ils y découvrent alors l'existence d'un monde dissimulé au nôtre où les mythes et les légendes sont bien réels, mais à peine ont-ils le temps de s'en rendre compte que les sirènes d'alarme retentissent, le Brésil entre aux États-Unis. Et alors, ce livre, je vais déjà commencer par vous dire que je lui ai mis 2 étoiles sur 5. Et mettre 2 étoiles, pour moi, c'est difficile, d'accord? Parce que je vais généralement jamais en dessous de 3 étoiles. Je sais pas pourquoi. Si c'est un livre que j'ai apprécié, je vais lui mettre 4 étoiles. Si c'est un livre que j'ai moyennement apprécié, je vais lui mettre 3 étoiles. Mais en dessous de 3 étoiles, c'est rare que j'y mette 2. C'est que j'ai pas aimé, mais on va quand même jusqu'à la fin, quoi. C'est parce qu'après, 1 étoile, c'est que je l'ai DNF, mais je mets quand même 1 étoile parce que pour le respect, voilà, il y a du travail derrière, il y a une édition, il y a un auteur, bref,
il y a du travail, donc je peux pas mettre en dessous d'une étoile, mais 2, c'est que vraiment j'ai pas aimé, mais je suis quand même allée jusqu'à la fin. Et c'est rare que je le fasse. Mais celui-ci, c'est un petit peu particulier parce que j'ai 2 avis à vous donner. J'ai le mien, et on parlera du second après. Et avant de vous dire quoi que ce soit, déjà laissez-moi vous dire que tous mes avis sur chacun des livres, c'est subjectif. Dans le sens où ça va dépendre de mon mood, ça va dépendre de mes envies sur le moment, de ce qui me plaît déjà en général, et comme on est tous différents, peut-être qu'un livre que j'ai pas aimé va vous plaire à vous, et peut-être qu'un livre que j'ai kiffé, vous allez le détester. Alors celui-ci, si je l'ai pas aimé, déjà c'est parce que au début, j'ai commencé à accrocher. J'étais plutôt bien partie. Mais dès le début, il y a beaucoup trop de personnages. Chaque chapitre, c'est un nouveau personnage. On suit un point de vue différent. Et quand il y en a 1, 2, 3, bon, ça peut le faire. Là, il y en avait, je crois, 5, peut-être, quelque chose comme ça, 5, 6. Et tout au long de l'histoire, il y en a de nouveaux qui arrivent, donc en fait, je me suis très vite perdue. À chaque fois, j'étais obligée de revenir au début du chapitre, voire au tout début du roman pour savoir, pour me rappeler qui était qui, de qui on parle dans le chapitre, etc. Donc rien que pour ça, je me suis perdue et ça me sortait de ma lecture, et du coup, ça a été très difficile. Et ensuite, j'ai trouvé qu'il y avait plein de choses qui étaient, selon moi, j'ai pas le mot, mais c'est particulier dans le sens où dans la vraie vie jamais ça se serait passé comme ça, mais j'ai pas le mot que je cherche là. Par exemple, on vous dit que les personnages partout autour du globe, ils ont aucun lien, mais ils vivent des choses un peu bizarres et ils décident de se rencontrer. Mais ils parlent 3 fois sur un blog et ils décident de se rencontrer à Houston. Pour certains ça fait loin parce que par exemple il y en a une qui habite à Paris, des trucs comme ça. Et donc sur un coup de tête, juste parce qu'on a vécu un truc bizarre, on se dit bah tiens je vais aller à 7000 km de chez moi, j'abuse un peu, mais je vais partir super loin, rencontrer des gens que je connais pas, un peu bizarre, mais bon, pourquoi pas. Et puis après, sans trop vous spoiler, il y a certains personnages à qui on va dire comme ça dans un café, il y a un gars qui va arriver, qui va leur dire écoutez, vous êtes des fils et des filles de Dieu, voilà vos items, allez combattre. Et ils se posent 0 question, ils y vont direct. Enfin, voilà, c'est des événements qui se passent qui, moi, sur le moment, j'étais un peu en mode ouais, voilà quoi. Et puis, sans trop vous en dire, la fin... En fait, on n'a pas l'impression d'avoir une fin de tome. On a vraiment l'impression que l'histoire a été écrite en entière, qu'elle a été coupée à un endroit et bon bah on fait un 2e tome. En plus, dans l'histoire, il y a une petite romance qui se fait au fur et à mesure, mais déjà je vois pas pourquoi c'est là. Moi franchement, ça m'a... Sur le moment, j'étais un peu en mode ok. Puis la façon dont ça se concrétise... bref. C'est vraiment un livre qui m'a pas plu du tout. J'ai même failli le DNF. Mais il y avait un truc qui me faisait rester. Je saurais pas dire quoi, mais il y avait un petit truc qui me faisait rester et qui me disait bon allez va jusqu'au bout. Encore une fois, je veux pas être méchante envers les écrits. C'est très bien si ça plaît à d'autres gens. Et c'est là que je vais en venir au second avis que j'ai eu par rapport à ce livre. Mon tonton a lu une autre saga de cet auteur qui s'appelle également Au nom des dieux, mais c'est la saga avant le tome que moi j'ai lu. Et donc lui va commencer à lire le tome que moi j'ai lu et va me dire ensuite ce qu'il en a pensé, mais en tout cas des premiers tomes du premier cycle, enfin, de ce que j'ai compris de ce qu'il m'a dit, on suit un peu les mêmes personnages, c'est pareil, c'est un peu le même genre de cheminement, en mode il y a des guerres et il y a ces fameux personnages là qui sont des fils et des filles de Dieu qui viennent pour déjouer tous les plans de la guerre. Et lui, mon oncle les a adorés, il a carrément même rencontré l'auteur Gauthier à des festivals, notamment à Écho et Merveille. Il a rencontré l'auteur, il les a fait dédicacer, il a adoré les premiers tomes. Là il va lire celui que moi j'ai lu, que j'ai pas aimé, et il va me dire ce qu'il en a pensé. Donc comme quoi, vous voyez, ça peut plaire à certaines personnes et pas à d'autres. Moi c'est juste que j'ai peut-être pas été le bon public. Ensuite on change complètement de registre puisque j'ai lu le tome 1 de la saga Le Manoir de Castle Cats, L'automne des aspirants de Alain T. Puységur, publié aux éditions Scrinéo. Et alors celui-ci, je préfère vous le dire, mais je vais pas du tout être objective. Et tout ça juste parce que on est sur un livre jeunesse, on est sur de la fantaisie avec des chats, et ça, j'adore. À partir du moment où il y a des chats dans les livres, très souvent ça finit en 5 étoiles sans même que
j'ai de critiques à faire juste parce qu'il y a eu des chats et que du coup forcément ça joue sur mon mood dans la lecture. Et celui-ci est particulièrement mignon. Et en gros dans cette saga on va suivre Kovan qui est un petit chat qui rêve de rentrer en tant qu'aspirant au manoir de Castle Cats, qui est un manoir dans lequel on étudie l'art des arts occultes. C'est un endroit très prestigieux où les plus puissants magocats, alchimistes et c'est quoi le mot, je l'ai plus celui-là, les mécanimateurs sont formés depuis des siècles. Il y a donc ces trois catégories là, la magoculture, la mécanimation et le troisième c'est l'alchimie. Donc la magoculture en gros c'est faire de la magie avec des runes, ce genre de choses. La mécanimation c'est les trucs, enfin c'est les arts mécaniques par la magie. Et l'alchimie, comme le mot nous le dit déjà, c'est l'alchimie, faire des recettes, des soins, etc. avec des plantes, tout ça, tout en y mettant de la magie évidemment. Sauf que l'art qui est indispensable à tout ça, c'est la magoculture, et lui, Kovan, il a beaucoup de difficultés. On apprend dans ce premier tome pourquoi au fur et à mesure. Mais c'est pas tout, il y a en plus de ça une menace qui plane autour de Castle Cats, et heureusement Kovan va se faire des amis avec qui ils vont essayer de trouver le pourquoi du comment et de déjouer les plans de cette chose qui crée des dégâts dans le manoir. Et ce tome 1 est beaucoup trop mignon. Encore une fois, j'ai très envie de lire la suite, en tout cas ne serait-ce que le tome 2, mais je suis en aubaille, voilà, du coup là il y a encore pas mal de sagas que j'ai commencé qui vont encore être en stand-by. J'ai un problème avec ça, je commence toujours 3 milliards de sagas que je ne continue pas ou que je continue bien plus tard. Vous allez en avoir la preuve dans quelques instants, une saga que je viens tout juste de terminer ce mois-ci et que j'ai commencé il y a 1 an je crois. Alors que pourtant il n'y a pas tant de tomes que ça, sachant que tous les tomes je les ai depuis le début. Bref, on n'est pas là-dessus, on est là pour parler de Castle Cats et je l'ai adoré, je lui ai mis 5 étoiles, pour moi ça a été un coup de cœur. On change encore une fois complètement de style puisque on passe sur une série de mangas et donc c'est Running Girl, ma course vers les Paralympiques de Narumi Shigematsu, publié aux éditions Akata, et comme vous avez pu très bien le comprendre, c'est une série en 3 tomes. Ça se lit super vite. Vraiment, on peut largement se faire un tome par jour parce que vraiment, ils sont petits, ils sont courts, ils se lisent super vite. Il n'y a pas énormément de dialogue. Et en gros, dans ce manga, on va suivre Rin qui, suite à un sarcome osseux, a dû être amputée d'une de ses jambes. Elle perd donc complètement goût à la vie, elle déteste sa vie, elle veut plus, elle veut plus, genre elle en a marre. Sauf que tout va changer quand elle va faire la découverte des lames qui sont des prothèses pour les sportifs. Et donc là, elle va se créer un nouvel objectif, elle veut absolument participer aux Jeux Paralympiques. Et donc de là, on va retrouver une petite fille toute guillerette, pleine de joie, pleine d'entrain, dynamique à fond. Et j'ai trouvé ce manga beaucoup trop mignon. C'est un manga qui est très encourageant avec des thématiques très importantes. Elle arrive à faire de cet handicap une force et j'ai vraiment trouvé ce manga magnifique. D'ailleurs, j'ai craqué également pour les couvertures qui sont juste trop belles avec des super couleurs. Par contre, à l'intérieur, le dessin est pas si ouf. Il y a quelques irrégularités par-ci par-là. On a l'impression que parfois c'est un dessin un petit peu bâclé et d'autres fois on a un dessin magnifique. Mais si vous voulez vous mettre au manga, ou même si vous lisez déjà des mangas mais que là en ce moment vous avez envie de quelque chose de rapide, qui se lit vite, qui est simple et qui a pourtant de belles thématiques, n'hésitez pas du tout à lire celui-là, il est génial. Et j'ai oublié de dire certaines choses d'ailleurs. Avant que j'oublie, l'Odyssée des Ombres, pas avant 16 ans selon moi, parce que c'est pas non plus horrible, mais il y a quelques scènes un peu bof, notamment de la violence et tout ça. Pour Witch and God, pour moi c'est clairement pas avant, pareil, 16-18 ans. Je dirais peut-être même plus 18 ans parce qu'il y a quelques scènes de violence un peu dégoûtantes. Et puis il y a aussi quelques petites scènes de smut explicites. Ensuite on a Au nom des dieux. Alors là celui-là, vu qu'on est sur la guerre, tout ça, c'est clairement pas avant 18 ans pour moi. Et donc on passe à l'avant-dernier livre que j'ai lu ce mois-ci. Je me redécale parce qu'il s'agit encore une fois d'un SP que j'ai lu en numérique. Et donc il s'agit de Les horloges de Satan de Jean-Louis Rougeant, publié aux éditions Fortius. Fortius, je sais pas comment ça se prononce. Et alors celui-ci, je l'ai trouvé
absolument génial. Je lui ai mis 4 étoiles sur 5 parce que, je vais vous expliquer pourquoi, mais franchement, si ça n'avait pas été une question d'ego, je pense que je lui aurais mis 5 étoiles. Et alors sur celui-ci, on change complètement de registre avec tout ce que je peux lire en général, puisqu'on est sur un thriller policier, mais quand même très sombre, très horrifique, avec énormément de détails horribles. Moi-même parfois j'étais un peu en mode... Donc celui-ci, attention à pas lire avant 18 ans, sûr. Et encore, même à partir de 18 ans, si vous aimez pas trop les détails sur les cadavres, ce genre de choses, passez votre chemin. Parce que dans ce livre, on va suivre Gilles Guéret, qui est missionné pour une enquête, car un corps a été retrouvé dans un appartement près de la gare de Bruxelles, un jeune étudiant. Et alors là, je vais vous éviter les détails sur la scène macabre, mais c'est horrible. Mais bref, cette découverte ressemble énormément à un meurtre qui a eu lieu 5 ans auparavant à Lille sur une jeune étudiante. Et donc Gilles Guéret va s'associer à l'inspecteur qui s'est occupé du meurtre qui a eu lieu du coup en France à Lille, qui est donc Paul Bouvet. Tout le long du livre, je me suis mis à la place des enquêteurs et j'ai essayé de chercher qui aurait pu faire ces meurtres, comment ça aurait pu se passer, etc. Et malgré tout, à la fin, j'étais complètement à côté de la plaque. Et c'est là que je vous dis qu'il y a une histoire d'ego, et c'est pourquoi je lui ai mis 4 étoiles sur 5 au lieu de 5 étoiles, parce que franchement ça pourrait être un énorme coup de cœur ce livre. C'est juste que comme à la fin j'étais... En fait à la fin, quand j'ai compris qui c'était, pourquoi, comment, j'ai ressenti un peu de déception, mais je sais pas si c'est déçu parce que je m'attendais pas à cette fin et j'aurais préféré que ce soit quelqu'un ou d'autres personnages, ou si c'est une histoire d'ego et que vu que j'ai pas réussi à trouver qui c'était, j'étais déçue et donc je lui ai mis que 4 étoiles sur 5. Donc comme je sais pas trop, franchement on est entre le 4 étoiles sur 5 et le gros coup de cœur, parce que franchement l'histoire est juste géniale. Tout le long on se prend au jeu de fou, on a envie de savoir, c'est horrible. Chaque chapitre nous avance un peu plus sur l'histoire des personnages, sur l'enquête en elle-même. Il n'y a pas un chapitre qui sert à rien, il n'y a pas un personnage qui sert à rien, c'est foutrement bien écrit. Donc vraiment celui-là, si vous avez pas peur d'être dégoûté, mais foncez, il est génial ce livre. On arrive enfin au dernier livre que j'ai lu, c'est le dernier tome de la saga Captive de Sarah Rivens, publié aux éditions BMR. C'est donc le tome 2. La saga est en 3 tomes, tome 1, 1.5 et 2. C'est un très beau bébé. Et encore une fois, malgré que ce soit un très gros livre, enfin un très gros livre, un gros livre on va dire, parce qu'il y a plus gros, je l'ai lu très vite. Mais malgré tout, je ne lui ai mis que 3 étoiles sur 5. Et je vais vous expliquer pourquoi. Mais avant de vous donner mon avis, laissez-moi vous dire de quoi ça parle. Dans cette saga, on va suivre Ella, qui est une captive. Les captives sont des femmes qui travaillent pour ce qu'on appelle des possesseurs, donc des hommes qui les payent pour utiliser leur talent lors de missions dangereuses, souvent dans des gangs, trafic d'armes, meurtres, bref, énormément de choses, drogue, il y a un peu de tout, ça dépend les gangs, ça dépend les réseaux. Sauf que Ella, elle, son possesseur ne se sert pas d'elle pour ses talents, mais pour son corps. Donc on peut bien comprendre que c'est une jeune fille qui est traumatisée, mais tout va changer dans sa vie lorsqu'elle va changer de possesseur. Sauf que son nouveau possesseur ne veut pas de captive, il va donc tout faire pour qu'elle s'en aille d'elle-même, sauf que elle résiste, elle va lui tenir tête. Et c'est là que ça va devenir un peu intéressant. Maintenant que je vous ai dit de quoi ça parle, avant de vous donner mon avis, on est sur de la dark romance, comme vous avez pu le comprendre. Il y a énormément de trigger warning, il y a énormément de violence physique, psychologique, il y a des meurtres, il y a du viol, donc il y a énormément de trigger warning avec lesquels il ne faut absolument pas jouer. Ces livres sont pour public averti et surtout à ne pas lire avant 18 ans. Si vous êtes une gamine ou un gamin de 13 ans et que vous me dites oui mais moi je les ai lus, je suis mature, voilà, on souffle. C'est 18 ans, pas avant. Mais bref, voilà, il faut absolument pas banaliser tout ce qui se passe dans la dark romance. On vous aura prévenu. Je suis désolée, hein, mais les hommes qui tapent dans les murs quand ils sont énervés, qui cassent des meubles ou qui vous foutent la main sur la plaque à induction pour vous montrer c'est qui le patron, c'est non. On va pas être là en mode non mais attendez, il est en colère, il y a que moi qui peux le sauver. Non, t'es gênante Géraldine, arrête. Lui, ce gars-là, il doit juste rester tout seul et apprendre à maîtriser sa colère, c'est tout. Alors,
Celui-ci, je lui ai mis 3 étoiles sur 5. Et je pense que la saga au complet, je lui mettrais quand même 4 étoiles sur 5. Mais juste pour celui-là, ça m'a un peu lassé de la saga. Parce que je me rappelle que j'avais adoré le premier tome. Le tome 1.5, je l'avais bien aimé, mais sans plus. C'était vraiment, voilà, en attendant le deuxième, il était sympa, il était mignon. Il était un peu moins problématique que le tome 1 et le tome 2. Et là, celui-ci, en tout cas au début, j'ai kiffé retrouver les personnages. J'ai kiffé retrouver l'univers et tout. Jusqu'à ce qu'on arrive, je dirais par là, à peu près moitié, peut-être un peu plus de la moitié, je sais plus exactement. Et qu'à ce moment-là, il commence à y avoir une scène de smut par chapitre. Et autant vous dire que dans Captive, les chapitres sont assez courts et se lisent super rapidement. Donc ça fait énormément de scènes de smut. Vraiment, j'ai l'impression que Asher ne pense qu'à ça. Il y avait carrément des scènes parfois à des moments où franchement selon moi ça n'avait pas du tout lieu d'être. Et puis j'ai lu le tome 1 il y a 1 an et je pense qu'en 1 an avec peut-être d'autres lectures et le fait que ma vie perso a beaucoup changé, que j'ai moi-même beaucoup évolué, peut-être que du coup je me suis un peu... Je sais pas, mon regard sur cette lecture a beaucoup changé, notamment sur Asher, le protagoniste masculin, qui franchement moi... Franchement, ils sont drôles. Tous ensemble, ils sont drôles, y a pas de problème. J'adore les personnages et tout. Mais genre, c'est bon, Asher, jaloux, possessif, colérique, tout ce que vous voulez. Il y a un moment, ce mec-là, il a tous les red flags du monde. C'est pas possible. Plusieurs fois dans ce livre, j'ai levé les yeux au ciel en me disant mais il peut être très gênant. Donc voilà. Mais je me répète, pas avant 18 ans, public averti, on fait très attention, c'est pas des blagues. Voilà pour mon bilan lecture du mois d'avril, qui a été rythmé d'ailleurs par plein de lectures différentes. J'espère que cette vidéo vous a plu. En attendant, je vous dis à vendredi prochain, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous fais des gros bisous.